Bonjour à tous. Donc je me présente, je suis Guillaume, je suis maraîcher à La Rivoire depuis 1 an et demi officiellement. J'habite là-bas depuis 5 ans et je vais vous expliquer comment d'un compte en banque à pas grand-chose dessus et tout seul avec mon crayon, on a réussi à racheter un lieu qui vaut environ 650 000 € et mis en place 5 activités dans ce lieu. Voilà. Donc tout d'abord, je vais remercier l'organisation, la foire, de m'avoir invité. C'est pour moi très important de faire des remerciements et on a souvent l'habitude de le faire dans notre groupe. Pourquoi ? Parce que ça nous donne des choses positives à penser, auxquelles on ne pense pas forcément tous les jours. Et quand on se retrouve à 10 et qu'on essaye de résoudre pas mal de petits soucis de la vie, avoir des petits côtés positifs comme ça donne toujours un petit peu de peps. Voilà. Donc là, je remercie vraiment la foire. Je vous remercie aussi d'être là. Et donc, je commence. Avant de commencer la présentation, je vais vous faire participer. Je voudrais savoir qui dans la salle est agriculteur. Moitié, en cours. Ok. Qui dans la salle fait partie d'un CEL, un système d'échange local? Un petit doigt. Ok. Qui connaît le CEL? Les sels. Les sels, les systèmes, ouais, voilà, c'est ça. Pas le sel qu'on met dans la soupe. Hein. Ok, très bien. Les accorderies, ça compte? Comment? Les accorderies, ça compte? Allez, ouais, ça marche. Qui dans la salle connaît, fait du covoiturage? Ok, ça marche. Qui dans la salle, s'il vous plaît, fait partie d'un projet collectif? Ok, ça roule. Et qui dans la salle connaît la permaculture? Ok. Qui a déjà fait un design en permaculture? Jusqu'au bout. Ok, merci. Ça marche. Ça me permet juste un petit peu de choisir mes mots après. Donc, je vous présente le centre agroécologique de La Rivoire et ce qu'il en est aujourd'hui à Saint-Julien-Mont-la-Molette. Donc, est-ce que tout le monde connaît Saint-Julien-Mont-la-Molette? Est-ce que quelqu'un ne connaît pas Saint-Julien-Mont-la-Molette? Ok. On est à 20 minutes d'ici, à une demi-heure de Saint-Étienne, 1 heure au sud de Lyon. Un petit village de 1200 habitants. Et ici, je présente une petite photo aérienne du domaine qui fait 57 hectares. Donc, il y a de la forêt, il y a des terres, il y a une maison ici, tac, et ça va jusque là. Je vais être un petit peu rapide parce qu'on a déjà pris du temps. Hein. Voilà. Là, c'est un petit plan cadastral pour vous montrer qu'on a des zones agricoles et des zones de loisirs. Donc, les zones agricoles, c'est ce qui est en rose. On voit pas bien le rose, là, mais ce qui est entouré par ces rubans-là. Ça, c'est de la forêt. Et là, c'est de la zone de loisirs. Voilà, ça compte pour les projets qu'on a mis en place. Donc, zone de loisirs, c'est dans les PLU. Ça permet d'installer des activités liées au tourisme, aux loisirs et aux activités pédagogiques. Tac. Donc ici, c'est la maison qui fait partie des 57 hectares, une maison qui fait environ 500 mètres carrés, dans laquelle il y a des activités de chambre d'hôtes depuis maintenant 25 ans. Voilà. Je vais pas... Comment? Un beau passé. Elle a un très grand passé, voilà, elle a 400 ans, sous cette forme. Voilà, mais c'est pas le sujet, je vais avancer. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les gardez bien dans votre poche et vous me les ressortez à la fin. Donc, le projet, au jour d'aujourd'hui, sur ces 57 hectares et cette maison, on a du tourisme, de l'agriculture et du paysagisme, donc c'est des petits thèmes que je présente là, de la formation, de l'éducation à l'environnement, et c'est réparti de la manière suivante. Dans la maison, on a des chambres d'hôtes, un gîte, une cité des arbres qui est en construction, 20 hectares qui sont alloués à un paysan boulanger, 2,5 hectares au maraîchage, avec un petit peu plus de 2 hectares pour une prairie pour le cheval de trait et les ânes, 25 hectares de forêt, 1 hectare qui est dédié à une activité de pépinière et de paysagisme. Voilà. Et aujourd'hui, on cherche à mettre en place donc 4 équivalents temps plein dans l'agriculture,
un dans le tourisme et un demi dans la formation. C'est assez variable, ça bouge un petit peu. Voilà. Tac. Alors voici la machine à gaz qu'on a dû mettre en route pour ce projet. Donc ça réunit une dizaine de personnes, le collectif, tout en haut à gauche. Et on a bien réfléchi pour acheter ce lieu, donc en partant d'un compte en banque, je le répète, de presque zéro, on va dire 5 ou 10 000 euros. Comment on a pu acheter ce lieu, donc en motivant des investisseurs, mais aussi les comptes en banque des banques, nos comptes en banque des proches, etc. On a décidé de créer une société coopérative d'intérêt collectif. Donc cette société, elle est propriétaire de tout le domaine. Le collectif, au tout début, on ne se connaissait pas. Voilà, donc on a mis tout en place il y a 4 ans et demi, maintenant bientôt 5. Donc il a fallu, entre guillemets, constituer ce groupe et mettre en place toutes ces activités. Voilà. Et donc comme on ne se connaissait pas, nos activités qu'on allait mettre en place, il était un petit peu compliqué de dire, bon, ben, on va tous travailler ensemble et puis on verra si ça se passe bien, on met tout en commun. Non, c'est pas parti comme ça. Donc on a créé chacun nos entreprises, et chaque entreprise loue à la société qui a acheté le domaine, à travers des baux et des contrats, une partie du lieu. Alors nous, on est à la fois de ce côté-là, parce qu'on a nos activités de maraîchage, par exemple, moi je fais partie d'une ARL, mais je suis aussi dans la société coopérative où il y a une trentaine de personnes. Voilà. Donc dans la trentaine de personnes, il y a une vingtaine de personnes qui ne travaillent pas sur place. Voilà. Il y a des investisseurs, des bienfaiteurs, des associations, etc. Et donc dans la SIC, ce qui fait vraiment la caractéristique d'une SIC, c'est qu'on a plusieurs collèges. Dans ces collèges, on a travailleurs, habitants, partenaires, donc les partenaires investisseurs et bienfaiteurs, et des partenaires tels que les associations. Voilà. Chaque personne, morale ou physique, a des parts sociales dans la société coopérative. Voilà. Et on a mis en place donc un petit conseil d'administration qui gère le courant. Et puis je vais vous expliquer un petit peu la suite. Tac. Alors là, c'est plus l'organisation financière, mais on reprend un petit peu le schéma d'avant. Hein. Alors c'est un petit peu barbant ce que je vous dis, mais voilà, je vous pose le cadre, après on parlera de ce qui est un petit peu plus fun peut-être. Donc les activités payent des loyers à la société. La société qui elle est propriétaire a emprunté à la banque un certain montant. Donc ces loyers permettent de rembourser le prêt bancaire à des charges fixes cette société, puisqu'on a des entretiens, des choses à installer comme la phytoépuration, etc., des travaux d'aménagement. Voilà. On remboursera les comptes courants d'associés, donc là c'est vraiment dans l'ordre, quand on sera à l'aise avec ces deux premiers, et on réinvestira aussi dans des projets de la Rivoire par la suite. On a mis un système de solidarité par rapport aux activités avec ce 4% de la valeur ajoutée. Donc chaque activité dégage des bénéfices et il existe un montant qu'on appelle la valeur ajoutée en comptabilité. On prend ces 4% pour remettre à la SIC, c'est-à-dire que quand il y a une activité qui fonctionne bien, eh ben elle participe plus, une autre qui fonctionne un petit peu moins, elle participera un petit peu moins. Voilà. Sachant qu'il y a, comme vous le voyez, il y a 6 activités et plus dans le futur si besoin est. Donc je m'en arrête pour, on va dire, l'organisation de la SIC. On a des partenaires actuels, donc les Cigales, qui sont intervenus tout à l'heure, le club d'investisseurs. On a Iliocop, la communauté de communes des Monts du Pilat, qui nous ont fait un crédit. La fondation d'entreprise Alpe-Contrôle, celle d'Equibio, la ferme du Bec et Loin et l'association Terre et Humanisme, on a des partenariats de communication avec eux. Et puis on a mis en place dès le départ un conseil des amis. Excusez-moi, je regarde juste un petit peu. Le conseil des amis, pour moi c'était très important que le projet soit ancré sur le territoire et je voulais dès le départ savoir
ce qu'en pensaient les gens autour de la rivoire. Voilà. Donc, je suis allé voir les élus, bien sûr, mais j'ai créé, on va dire, un groupe de personnes qui n'ont pas d'intérêt financier ou quoi dans l'affaire, mais vraiment est là pour nous donner des critiques constructives sur le projet. Voilà, donc on les réunit de temps en temps, et puis on leur demande. Alors, les designs. Check. Alors, si vous avez des questions sur la permaculture, on y viendra un petit peu après. Ce dont je vais vous parler, je vais essayer de le vulgariser dans le sens où, en permaculture, on fait des aménagements. D'accord ? Donc, on aménage des lieux, on aménage des personnes, des groupes de personnes, pardon. Et dans notre cas, il était hyper important qu'on aménage donc ce lieu. Comme vous voyez, on a fait des plans, on s'est réunis pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, à savoir, bah tiens, toi tu vas prendre quelle parcelle, ok, où est-ce qu'on va garer les voitures, mais aussi où est-ce que va passer l'eau, qui est-ce qui va utiliser ça. Donc là, quand on est 10, on a tous des idées, hein, bien sûr. Et donc, voilà, il y a des méthodes en permaculture, c'est un système d'aménagement du lieu. Voilà, donc on a fait tout ça, on a des plans avec la répartition de toutes les activités. Ensuite, comme je vous disais, en permaculture, notamment, on fait des designs humains, des designs de groupe. Et dans notre cas, on a décidé de mettre en place des accords de paix entre nous. Un outil qui fonctionne bien, avec des activités agricoles, touristiques qui sont superbes, sont très bien, mais elles ne sont pas permanentes, elles ne sont pas durables, si les gens qui sont à l'intérieur s'entendent pas. Voilà. Donc c'était très 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 important, et c'est vraiment quelque chose sur lequel on s'est arrêté, et sur lequel on a essayé de ralentir tous nos partenaires, entre guillemets, pour dire oui, on peut être prêt au niveau financier, par contre au niveau du groupe, on a envie de passer certaines étapes. Voilà. Et donc ces étapes, elles se résument à ce que je vous ai mis là, des accords de paix, inspiration du modèle des 8 Shields. 8 Shields, c'est en anglais, ça veut dire des attributs. Voilà, alors c'est issu des peuples indigènes. Voilà, il y a des thèses qui ont été élaborées autour de ces peuples qui vivent en accord avec leur environnement, ils vivent en paix dans leur société. Et en fait, si on prend en Australie, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Afrique de l'Ouest ou dans beaucoup de pays d'Afrique, Afrique du Sud aussi notamment, on retrouve des attributs à chaque société. Et ils sont au nombre de 8. Voilà. Et on essaye d'appliquer ces choses-là. Alors, on en a dans nos sociétés occidentales, etc. Il faut juste en avoir bien conscience et puis les organiser correctement. Voilà. Donc, il y a des personnes qui sont vraiment spécialisées là-dedans et qui ont suivi beaucoup d'études et qui forment les groupes à ça. Voilà. Je ne vais pas trop vous en dire parce qu'il y a d'autres choses à voir, mais c'est vraiment la paix au milieu du groupe plus le respect de la nature. Voilà. Et il y a tout un petit détail de tout ça. Ça fait l'objet de plein de jours de travail pour nous dans notre groupe autour de cette thématique. Voilà. Mais on est accompagné. Ça va à peu près? La gouvernance, donc on fait très attention à notre organisation active, c'est-à-dire que pour mettre en place des travaux, pour mettre en place des actions, il faut organiser tout ça. On est vraiment dans une gouvernance horizontale, il n'y a pas un chef, hein, et puis c'est pas vertical du tout. Il y a un coordinateur, c'est moi-même, j'ai un certain nombre de tâches. Par contre, on a tous des responsabilités et on prend nos décisions au consentement. C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas d'accord avec une décision, une proposition, on ne pourra pas, même si tous les autres sont d'accord, on ne pourra pas la faire passer. Il faut trouver un système pour qu'il soit en paix avec cette décision. Voilà. Donc, il ne va pas dire il faut à minima qu'il soit en paix avec la décision. Pas qu'il soit d'accord, mais que ça ne le dérange pas. Voilà, ça, c'est hyper important. Et donc, le bureau, pour revenir un petit peu là-dessus, le bureau, c'est 3-4 personnes qui se réunissent très régulièrement, qui s'occupent des affaires courantes et qui vérifient que tout le reste se passe bien. C'est-à-dire que les commissions, elles, ce sont des organes qui sont plutôt ponctuels, qui vont s'occuper de la communication,
réfection d'un bâtiment, ou bien la phytoépuration, etc., ou une fête qu'on va organiser. Voilà. Et donc, ensuite, on a des chantiers au niveau du collectif. Donc, tous les mois, on se réunit une demi-journée ou une journée pour entretenir un petit peu tout ça. Et puis, si on a des chantiers collectifs à réaliser, c'est-à-dire qui ne concernent pas forcément une activité, mais qui concernent le bâtiment, etc., il faut se réunir. Dans le collectif, donc ces 10 personnes, on a travaillé à une raison d'être. Une raison d'être, donc ça se résume à 2 phrases qui permettent d'avoir une ligne rouge ou un fil. Si on a un petit problème, on revient à cette phrase pour dire, ou si on a vraiment un gros problème pour voir si on est bien dans le cadre. Voilà, je vais vous la montrer après. Donc ça reprend toutes les valeurs. La charte va être là pour un petit peu expliquer cette raison d'être. Et puis on a des outils de gestion, donc de conflits, de prise de décision, etc. Donc tout ça, on a été accompagné pour les acter. Et ça prend beaucoup de temps à mettre en route, mais voilà, c'est hyper important. Le jour où on n'est pas d'accord et que ça bloque, on a un petit bouton sur lequel on appuie, on dit bon stop, là on gère ce problème et on va mettre en route. On va le résoudre. Pardon. Hop. Plus concrètement, on a mis en place une banque d'heures. Une banque d'heures, c'est-à-dire que dans nos activités, des fois, on a besoin de plusieurs personnes pour réaliser une tâche. Donc on va demander aux voisins, par exemple, moi j'ai demandé au paysan boulanger de venir ramasser les pommes de terre, parce que pommes de terre, on ramasse à la main. Il va me donner 1 heure de travail. Ok, on va noter cette heure de travail. Quelqu'un lui devra 1 heure de travail, puisqu'il a donné 1 heure de travail. C'est pas forcément moi, ce sera peut-être mon voisin, à qui j'aurais moi-même donné 1 heure de travail. Donc c'est une économie, on va dire, circulaire d'échange de temps. Voilà. Là, le principe de l'autonomie et de la coopération, c'est ce que je vous expliquais un petit peu au début. On a chacun nos activités, mais on mutualise un certain nombre de choses. Du matériel, du temps, etc. On a dès le départ aussi fixé des règles d'entrée et de sortie du projet. C'est-à-dire qu'au tout début, on s'est dit, ok, on veut se lancer dans ce projet, mais si les besoins évoluent, il faut être libre de partir et puis d'aller assouvir ses besoins ailleurs. Et c'est le cas. Ça peut être le cas. De même que pour l'entrée, on a mis en place un système d'intégration d'1 année pour qu'ils comprennent tout ce fonctionnement que je suis en train de vous expliquer et qu'on a beaucoup réfléchi avant de mettre en route. Il faut que vraiment la personne soit intégrée à ce fonctionnement et qu'on comprenne aussi quels sont les besoins de cette personne. Voilà, la gouvernance, je vous en ai déjà parlé. Tchac. La raison d'être, je vais vous la lire. La Rivoire est un lieu vivant, de respect, de connexion à la nature, d'expérimentation, que nous pouvons transmettre aux générations futures. Le collectif a pour but de faire vivre un centre agroécologique qui permet la coopération, l'échange et l'épanouissement des personnes et des activités en lien avec le centre. Donc ça, c'est le résultat d'une journée de travail accompagné, où on a vraiment fait un brainstorming de nos valeurs, de nos valeurs fortes, de nos idées fortes qu'on voulait mettre dans ce projet. Voilà. Tac. Alors, avant de continuer, je vais parler de 2 choses. Pourquoi on a fait ça et comment on en est arrivé là. Donc, rentrer un petit peu dans les détails. Avant ça, si vous avez des questions sur ce que j'ai dit, je suis allé très vite, je veux bien les prendre. Voilà, le monsieur. Vous avez parlé de personnes qui vous ont accompagné, c'est que ouais. Pas indiscret. Ok. Ouais, ça marche. Je la note. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Comment on gagne nos vies? Ou comment les personnes gagnent leur vie? Non, comment sont rémunérés, comment ils font bien vivre? Ouais, ok, ça marche. L'autonomie de chacun. Quel est le niveau d'autonomie? Comment vous êtes arrivés ensemble? Parce qu'il n'y avait pas de charte. Tout à fait.
comment on a constitué le collectif. Alors, premièrement, concernant la viabilité, ça rejoint un petit peu le niveau d'autonomie des activités. On a tous réalisé ce qu'on appelle dans le jargon un business plan. Voilà, donc ça veut dire un plan d'affaires sur nos activités. Je vais prendre l'exemple du maraîchage, mais ça va être la même chose sur les chambres d'hôtes, sur la pépinière, sur le paysan boulanger, sur la Cité des Arbres. On a projeté sur 5 ans quelles vont être nos dépenses, quelles vont être nos rentrées d'argent. Donc là, on est accompagné de manière différente selon les activités. Par exemple, moi, dans le maraîchage, on a suivi un accompagnement par la Chambre d'agriculture, mais aussi un autre organisme qui s'appelle l'ADEAR, et bien d'autres, et d'autres supports, qui fait qu'on a établi qu'en 4 ans, on aura un SMIC. Voilà. En agriculture, et quand on demande justement les aides, on a ce laps de temps de 4 ans. Au bout de la 5e année, on doit déclarer le fait qu'on a eu un SMIC, voilà, pour avoir la totalité des aides. Et il faut aussi que ce projet soit viable dès le départ, c'est-à-dire que quand on va rendre ce document, on va nous dire ok, ça fonctionne, on vous suit, quoi. Voilà. Donc toutes les activités ont été basées là-dessus, sur ces plans d'affaires, avec plus ou moins d'expérience. Par exemple, les chambres d'hôtes, ça faisait 20 ans qu'elles étaient en place, donc on avait vraiment un regard sur ça. Et c'est là où aussi on a défini, chaque entreprise a défini quelles actions il allait mettre en place. Et donc, le niveau d'autonomie, il y a beaucoup de confiance entre nous. À un moment donné, on a toute la latitude de mettre en place, par exemple, moi je vais planter des arbres sur ma parcelle de maraîchage. Si j'en plante 2, 3 ou 1000, ça va pas être la même chose. Voilà. Et là, on se fait confiance en se disant, quand on arrive à un stade qui va impliquer le collectif et le global, à ce moment-là, on va en avertir le collectif. Voilà, et on va en discuter. Et c'est sous forme de proposition où s'il y a une objection, là, on s'arrête sur cette proposition et on va discuter. On va comprendre pourquoi, on va essayer d'expliquer mieux le projet, etc. etc. Donc, il y a vraiment cette bascule à un moment donné. On a nos temps de réunion où on va dire c'est le moment de discuter d'un point crucial, on y va. Et on a quand même cette forte autonomie pour chaque activité. Voilà. Donc je ne vais pas demander à tout le collectif quelle graine je vais aller acheter, quel fournisseur je vais prendre, est-ce que si j'embauche quelqu'un saisonnier, est-ce que tout le monde va être d'accord? Non, ça c'est le genre de choses où là je suis en complète autonomie. Et pour l'instant ça fonctionne bien, et quand justement il y a un souci ou quelqu'un pense que ça aurait été bien de consulter le collectif, on se le dit, avec ces accords de paix qui sont hyper importants dès le départ. C'est vraiment le socle de base, quoi. Si on n'avait pas ça, mon voisin il a dit waouh, qu'est-ce que t'as fait, et il va me le dire avec des mots qui sont pas très sympas, il va être en colère, et ça c'est en complète contradiction avec ce qu'on a défini dans les accords de paix. Voilà. Si tu viens me parler, déjà tu as fait descendre ta colère, et puis alors des fois c'est pas tout le temps évident, voilà, mais on est tous en accord avec ce système. Donc si tu viens et que tu n'as pas respecté cet accord, je suis capable de te le dire et puis de dire là on n'est pas dedans, on essaye de reprendre correctement les choses. J'entends le courroux sur la plantation de 1000 arbres. Ok, là je comprends et on va prendre une autre décision. Ça va sur la question? Oui. Tout au début, on a vraiment tout mis en place au niveau collectif. C'est-à-dire qu'il y avait une commission effectivement financière qui gérait le rassemblement de toutes ces informations. Par contre, dès qu'il y avait une grosse décision à prendre, on envoyait tout et on demandait s'il y avait des objections, dès le départ. Donc les business plans sont connus de tout le monde. Tac, tac. Alors les questions se tournent plutôt vers le comment. Donc je vais aller sur cette partie-là. Donc ça a commencé en juin 2015 et on a réussi à acheter le domaine en mars 2018.
Voilà, donc 2 ans, presque 3 ans après. Donc dès la première écriture, c'est... je vais essayer de... Ouais. Il y a tout un processus qui s'est mis en place. Alors moi, en tant que coordinateur de projet et avec de l'expérience sur la coordination de projet, ce genre de choses, ça me parlait, quoi. Voilà, l'observation, le diagnostic, l'écriture d'un pré-projet, les rencontres dont je vous ai parlé, c'était essentiel à la mise en place de ce projet-là. Et ensuite est venue la grande phase de co-construction, parce que même si j'avais lancé des grandes idées, pour moi, ce projet collectif, il fonctionnerait que si on le co-construit, si chacun amène ses idées et amène des pierres à l'édifice. Au tout début, moi j'avais juste du maraîchage, un paysan boulanger et du tourisme. Un petit peu de formation. J'avais prévu de l'éducation. Mais voilà, les pépiniéristes n'étaient pas prévus dans le plan. La Cité des Arts n'était pas prévue dans le plan. Mais ils sont arrivés assez tôt pour qu'on co-construise tout ça. Et alors, on ne se connaissait vraiment pas du tout. Hein. C'est vraiment... on s'est découvert sur ce projet-là. Voilà. Par différents biais, il y a eu du bouche à oreille, il y a la communauté de communes qui recense un peu les projets qui se déposent dans les lieux, et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, à différentes réunions sur l'agroécologie, etc., etc. Donc dans les accompagnements, on s'est fait... on a eu du soutien de plusieurs personnes et organismes. Donc Norbert Fons, c'est le spécialiste de la permaculture et permaculture humaine, voilà, qui nous a vraiment dégrossi le travail sur comment on aménage notre lieu et comment on aménage notre groupe. Voilà. Donc c'est Norbert qui fait des formations encore à la maison. Les cigales, donc les cigales, si vous avez des questions plus précises après, nous avons un grand représentant des cigales des Monts du Pilat, qui est François Audouard. Et donc là, on a eu vraiment un retour très, très important sur ces business plans qui sont très pointus, sur le mode juridique aussi, si on part en société coopérative, voilà, quelles précautions il faut prendre, et puis même le réseau, ce qui est très important dans ce projet-là. Donc les cigales étaient vraiment un acteur super important et bienfaiteur. L'ADR, donc l'ADR, c'est un organisme qui regroupe les agriculteurs et qui viennent en soutien aux installations d'agriculteurs. Voilà. Associatif avec des salariés. L'URSCOP, c'est l'Union régionale des SCOP. Donc c'est un organisme qui accompagne à la création des sociétés coopératives, donc sociétés coopératives d'intérêt collectif comme la nôtre, ou des SCOP. Société coopérative OP, je ne sais plus. Les cabinets comptables sont venus là pour préciser tout ce qui concernait les business plans et aussi la partie juridique. Parce qu'en fait, c'était très compliqué, nous, à notre niveau, dès qu'on bougeait un chiffre, des fois, il y avait des retombées sur la forme juridique qu'on voulait choisir de la SIC, de nos entreprises, etc. Donc, le cabinet comptable était pas mal pour ça aussi. Ouais. Le parc du Pilat nous ont bien soutenus et nous ont mis pas mal en réseau avec des acteurs. La communauté de communes des Monts du Pilat ont été là aussi pour nous accompagner. Voilà, dans les grandes lignes, nos partenaires. Donc grâce à ça, on piochait un petit peu des informations et on a fait notre sauce, quoi. Les statuts, c'est nous qui les avons rédigés, parce qu'on avait aussi dans notre groupe des personnes qui avaient de l'expérience. Et ça a permis d'économiser aussi un certain montant. Voilà, donc j'ai mis les atouts, les freins. Le territoire est quand même fortement dynamique pour l'agriculture biologique. Et quand on a mis en place des stages de permaculture aussi, on a bien vu qu'il y avait du monde. Pas qu'au niveau agricole, hein. On a été très bien accueillis quand on est arrivé dans la région il y a 5-6 ans, où les gens nous ouvraient leurs bras et quand on voulait travailler avec eux, et voilà, il y a un vrai échange, quoi. Une vraie solidarité. Nos atouts, nos expériences d'entrepreneurs et nos autres expériences, ça a permis vraiment d'enrichir ce groupe-là, ce collectif, ce projet. Notre volonté et nos enfants qui nous donnent justement à ces questions de viabilité. On ne peut pas aller sur un projet comme ça, pour moi, avec des enfants à charge et la famille. Et on est tous presque
avec la famille, et on se bat pour que ce soit viable, mais aussi qu'on ait ce cocon qu'on essaye de mettre en place. Voilà. Les freins, alors il y a eu quelques erreurs techniques de certains organismes qui nous ont accompagnés. Les freins, c'est la superposition des business plans. C'était vraiment pas évident de mettre en route cette machine avec plusieurs activités. Dès qu'on bougeait un petit truc d'un business plan d'un côté, ça avait des répercussions sur le gros business plan de la société tout en haut. Voilà. Donc c'est un frein, on va dire que c'est une difficulté, ou c'est vraiment une donnée à prendre en compte, et on a passé vraiment du temps là-dessus. Et un frein, j'ai mis le scepticisme de certains. C'est pas évident d'arriver avec déjà un nouveau projet en milieu rural, quand on n'est pas né sur place, et qui plus est un petit peu novateur, ou complètement novateur pour certains. Donc là, il faut faire preuve de philosophie, d'aller voir les bonnes personnes pour être rassuré, mais aussi de rassurer les personnes en disant, bon ben voilà, il y a un certain nombre de choses qu'on peut vous prouver, allez voir tel ou tel autre organisme, puis vous verrez bien. Et puis des fois, il faut fermer les oreilles, fermer les yeux, et puis foncer, quoi. Voilà. Et moi, je suis très ravi de cette aventure, parce que rien que de vous dire que cette aventure, elle est partie, encore une fois, d'un compte en banque à 5 000 € et une seule personne, où on arrive à un réseau de partenaires, à beaucoup, et des gens qui viennent nous voir toutes les semaines pour nous demander comment ça se passe, et est-ce qu'on peut travailler avec vous, et est-ce que vous acceptez de nouveaux projets. C'est juste la victoire, mais la première victoire, c'est d'avoir créé un groupe dans lequel on puisse faire des réunions avec ce système de gouvernance sans chef, et où on arrive à prendre des décisions, où on arrive à faire des travaux, qu'on arrive à faire évoluer. Voilà. Pour moi, ça, c'est chouette, et il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir, et ça, c'est juste une petite satisfaction, une grande satisfaction pour ça. Voilà. C'est bientôt la fin de mon PowerPoint. Et je crois que c'est bientôt la fin de la feuille. Non, ça va, on a encore un quart d'heure. Pour participer au projet, au jour d'aujourd'hui, alors j'ai mis cette fiche là, il n'y a pas de. On ne cherche pas foncièrement, mais si certaines personnes sont intéressées pour aller un petit peu plus loin, on accepte encore des personnes dans la société coopérative, voilà, des nouveaux associés qui veulent soutenir juste ce projet. Donc il y a des personnes, comme je vous disais, les 20 qui ne sont pas sur le lieu, ils sont bienfaiteurs, ils ont envie de soutenir l'installation agricole, soutenir un projet agroécologique, parce que dans toutes nos activités, il y a l'agroécologie, parce que pour les enfants, ils pensent que c'est important de soutenir ce genre de projet et que c'est concret. Voilà. Il y a des gens qui sont venus juste pour ça. Et voilà, donc il faut savoir juste que dans la société coopérative, il n'y a pas de dividendes. Donc venez pas pour gagner de dividendes. Non, exactement. Voilà, financement participatif, donc là c'est plus du don. On a une association qui permet de faire vivre certaines petites activités. Pour travailler à la Rivoire, depuis un bon moment, on accepte des stagiaires, des woofers, donc c'est des volontaires qui viennent apprendre sous contrat associatif en échange d'hébergement et de nourriture. Voilà. Il y a des chantiers collectifs, on en fait au moins un dans l'année, c'est souvent en été. Et puis, alors j'ai mis un projet professionnel. Alors on est plutôt fermé encore pour le moment, parce qu'on essaye vraiment de mettre en route l'affaire. Et petit à petit, on rouvrira peut-être nos portes à de nouveaux projets qui pourront alimenter un besoin du lieu. Mais on est plutôt fermé. Et puis un soutien moral. Venez visiter. On fait des événements, on fait un marché tous les mercredis. Donc si vous voulez rencontrer des agriculteurs, voilà, on vend nos légumes, on vend du pain, du miel, des producteurs du coin. Voilà, et sinon on a un site internet pour étayer tout ce qu'on a. larivoire.org, et il me reste 3 cartes de visite. Ceux qui sont au niveau maraîchage, céréales, tout ça, de formation agricole, quand même minimum, quand même, bien. Alors plus ou moins. Au niveau agricole,
Si je prends le cas des pépiniéristes, eux, ils avaient des expériences en paysagisme et en pépinière. Au niveau du paysan boulanger, donc lui, il avait un tout petit peu d'expérience, mais on va dire presque des études. Voilà, il a étudié dans l'agricole et un petit peu d'expérience sur le terrain. Et nous, au niveau du maraîchage, on est 3. Et les 3, on est plutôt, on va dire, dans la phase débutant d'un parcours agricole, même si on a un petit peu d'expérience et des diplômes. Voilà. On apprend beaucoup sur le terrain, ça c'est sûr, à travers les formations, les stages, et on va voir les collègues, surtout quand on a un truc, on appelle, et on échange beaucoup. Mais à la base, on n'est pas fils d'agriculteur directement. Par contre, si on saute une génération, on est tous petits-fils ou petites-filles d'agriculteurs. Donc, ouais, c'est ce que j'aime bien dire. Moi, je me sens paysan, pas au sens pays du terme. Voilà. Et je sens mon grand-père qui est pas loin. Pardon ? Moi-même, région chalonnaise, Chalon-sur-Saône, Bourgogne. Autre question, au niveau du matériel, vous avez dit que vous aviez un cheval, vous avez aussi un tracteur ou bien comment pour les céréales par exemple. Au niveau du maraîchage, on a réussi à acquérir un petit tracteur, voilà, qui nous aide bien quand même. Il y a certains travaux, comme le labour, qu'on a pu faire un tout petit peu au début sur certaines actions qu'on n'avait pas le temps de mettre en route de manière manuelle et avec le cheval parce qu'on n'avait pas l'équipement, etc. On a fait appel à des entreprises extérieures, mais on l'a fait 2 fois depuis le début, le tout étant d'être autonome sur toutes ces petites actions. Alors ça, c'est vraiment la parcelle maraîchage. Nous, on travaille en verger maraîcher avec un non-travail du sol. Donc ça veut dire que, très peu de travail du sol. Ça veut dire que petit à petit, les charrues vont plutôt être bannies de la feuille. Voilà, mais on travaille avec le cheval pour gratter la terre, pour arracher les pommes de terre, pour buter, etc., débarder. Voilà. Et après, on travaille à la main pour un certain nombre de choses. Pour le paysan boulanger, lui, c'est une autre affaire parce que sur 5 hectares de céréales, il est obligé d'avoir un semoir tiré par un bel engin. Et pour l'instant, il n'a pas envie d'investir tout de suite, donc il fait appel à des entreprises. Voilà. Après, c'est vrai que c'est pratique, qu'il veut aussi très respectueuse du sol, demande des matériels bien spécifiques. Donc je pense que petit à petit, il va s'équiper et il mettra ses semoirs pour semi-direct, etc. Mais pour le moment, ça se passe bien avec les entreprises. Voilà, il a une belle récolte cette année. Mais c'est vrai que quand on a envie de travailler sur le sol, il y a un moment où soit on a des très bons prestataires ou on passe très vite à le faire nous-mêmes. Comment vous avez prévu les entrées et les sorties de nouveaux arrivants? Par exemple, si un de vos collègues maraîchers décide effectivement de partir, etc., dans quelle mesure ça ne déséquilibre pas? Et est-ce que vous avez prévu un système auquel qu'il adhère effectivement au fonctionnement, ce qui paraît bien là, mais effectivement qu'il y ait une cooptation de la part de ceux qui sont déjà inscrits dans le projet? On a, si vraiment on a un nouveau projet qui se présente à nous, il y a plusieurs cas. Ah, plutôt qui part. Ouais, ok. Ouais, ok. Ouais. Alors en tant qu'associé du collectif, on a mis à minimum 5 000 € de part sociale. Donc la première des choses qui va venir à la tête de la personne, ok, je veux partir, je veux récupérer mon argent. Ce qui est normal. Voilà. Ou pas, enfin, il peut laisser son argent, mais bref, en général, c'est souvent comme ça que ça se passe. Et on a 5 ans pour le rembourser. Voilà. On s'est mis ça comme base. Pourquoi? Parce que s'il part et s'il a apporté, je dis 5 000 €, mais c'est le minimum, il peut avoir apporté 20 000, 30 000, 50 000. Si on le rembourse en une fois, tout de suite, on va faire chuter toutes les activités, les remboursements, etc. Donc il y a ce 5 ans de délai. Ensuite, il peut se faire remplacer par un nouveau sociétaire pour le remplacer. Et donc là, c'est un choix à l'Assemblée Générale de la SIC qui décide déjà de l'entrée d'un nouveau sociétaire. Et pour ce qui est d'un projet pour le remplacer vraiment, alors là je parle du coup non pas du départ mais de l'arrivée, il y a un projet qui est déposé,
Il y a une personne qui va dire bon, bah, t'es à peu près dans les clous, une ou deux, et ensuite il sera présenté au collectif, donc les 10 personnes qui travaillent sur place, pour voir si c'est cohérent avec tout le projet. Hein. Et ensuite, admettons que ça passe, il y a une année d'essai. Il y a une année avec découpée en 2 phases, les 6 premiers mois, les 6 derniers, où les 6 premiers, ça passe pas, alors au moins c'est clair. Il n'a pas le droit de vote droit de vote. Ouais, c'est ça, il n'a pas de pouvoir dans nos décisions. Et la deuxième partie des 6 mois, quand ça se fait, et là, il commence à intégrer les décisions du collectif. Voilà. Et au bout d'un an, on peut le présenter à l'Assemblée Générale de la SIC pour qu'il devienne associé. Voilà. Ça a répondu à la question, ouais. Bien. Oui. J'avais une dernière question là. Est-ce que vous pensez, enfin, quand vous aurez plus d'expérience, vu que vous avez quand même des activités un peu diverses, est-ce que vous ne pourriez pas devenir en partie un espace test en lien avec Terre de Liens, l'ADR, etc. Parce que c'est vrai que moi j'ai vu ça en Normandie, c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si ça existe ici, mais voilà, parce qu'il faut que c'est pas évident, spécialement pour les néo-ruraux, d'arriver. Et voilà, c'est une question. Est-ce que vous avez réfléchi à cette possibilité-là? Il y avait une deuxième question aussi là-bas. Je vais prendre les deux. Au niveau financier, je voulais savoir comment vous faisiez, si vous avez une indépendance chacun au niveau de votre activité, au niveau du collectif. Par exemple, pour les chambres d'hôtes, au niveau du foncier, par exemple, ils ont beaucoup plus de charges que vous. Comment vous répartissez tout ça? Alors, je prends la dernière. La dernière question. Comme je disais, on a chacun nos entreprises et ça fait partie du plan d'affaires. C'est-à-dire que la chambre d'hôte, effectivement, elle a le loyer le plus élevé. Mais c'est normal, son outil peut générer beaucoup plus d'argent et assez rapidement. Parce que c'est déjà il y a un outil qui fonctionne et puis c'est de la trésorerie qui rentre vite. C'est effectivement une activité qui fonctionne très bien. Donc c'est à elle de gérer tout ça. Voilà. Chaque activité, elle loue une partie. Elle s'occupe de toutes les charges. Alors, comme dans une location immobilière, il y a des choses qui sont dépendantes du propriétaire. Si la toiture s'envole ou elle est à refaire, hein, c'est pas le locataire. Hein. C'est comme dans toute location d'un bâtiment, c'est comme ça. Par contre, les petits entretiens, c'est vraiment à l'activité de prendre en charge. On a un bâtiment agricole qui était une porcherie, une vraie porcherie, pardon, et qu'on réhabilite en lieu de stockage. Donc là, ça appartient à la SIC. On ne pouvait pas le louer comme ça pour que les maraîchers et les autres utilisent ce lieu. Donc la SIC a investi dans des travaux pour que ce soit louable. Et à partir de là, on a jugé que c'était louable. Et ensuite, les petits aménagements, c'est aux activités d'investir et d'aménager avec ses propres fonds. Donc ce sont les loyers. Essentiellement les loyers, et on a une activité qui est gérée par la SIC, c'est la location d'un gîte. C'est-à-dire qu'on a nos chambres d'hôtes qui font 15 personnes, mais c'est une activité gérée par Alexandra. Et on a un gîte d'une 12aine de places qui, elle, est directement gérée par le collectif, donc de manière bénévole, on peut dire. On fait venir des touristes, de la famille, tous ceux qui veulent louer le gîte. Donc ça, c'est la seule, on va dire, activité lucrative de la SIC. Et avec les loyers, c'est vraiment un plan d'affaires aussi de la société coopérative. L'ensemble des loyers permettent, plus l'activité gîte, permettent de rembourser ce que j'ai marqué là-haut un petit peu. Voilà, les prêts. Donc les loyers, plus la valeur ajoutée, donc c'est 4%, mais ça ne va pas représenter énorme, mais c'est quand même important. Et effectivement, tac, 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 là, le point numéro 6 de l'activité, au tout début, on voulait louer l'appartement, et en fait, on en a fait un gîte. Ça nous paraissait plus logique dans notre mission qui était de transmettre. Voilà. C'est équilibré et on a un plan d'affaires qui va sur 20 ans pour la SIC.
avec différents scénarios. Et c'est vrai que quand une activité, si toutes les activités chutent en même temps, là on rentre dans un système qui est fragile. Voilà. Maintenant on a une activité qui est là depuis 20 ans et qui rapporte le plus par rapport à tous les autres loyers. On a ça. Et plus, on a des nouveaux sociétaires qui ramènent des parts sociales, mais c'est pas durable si on fait que l'apport en capital comme ça, c'est pas durable. Il faut que les activités, et c'est bien le nœud de notre projet, il faut que toutes les activités soient économiquement viables pour que la site soit économiquement viable aussi. Voilà. Et la deuxième question était l'espace test. Alors, si je comprends bien la question, c'est mettre à disposition des endroits pour que certaines on n'y a pas trop réfléchi et je pense qu'on n'a pas trop d'espace pour le mettre en route et on ne s'est pas fixé ça comme mission. Par contre, on s'est fixé comme mission d'expérimenter des techniques. Voilà. Et on fait des relevés bien précis de nos associations de culture, mais aussi, nous, comme je vous ai dit, dans notre raison d'être, on est un lieu d'expérimentation, c'est le 4e grand mot. Donc, ne serait-ce qu'au niveau du groupe, parce que là, ce système qu'on met là, de gouvernance, avec des accords de paix, etc., il y a très 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 peu d'organismes en France qui existent. Par contre, il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est appuyé par des gens qui font très attention à ce qu'ils nous transmettent, et on fait très attention aussi. Voilà, et voilà, les expérimentations, c'est à la fois du groupe et des techniques à l'intérieur. Moi, je connais le projet parce que je fais partie du Carbonien. Oui. Et je connaissais bien Pierre Schmetz. Mais votre projet, c'est les projets qu'il faudra pour justement le climat et tout ça. C'est des petits groupes. C'est ce que dit Dominique Bourg, le philosophe, qui parle justement. Ouais, mais c'est vrai que voilà, c'est une diapo que je vous ai pas montré, mais pourquoi on a fait ce projet ? Pour nous, c'est tout ça. Parce que je suis parti de plusieurs constats quand même sur cette ferme. Une grosse bâtisse avec 57 hectares. Quand on y était, ça faisait vivre une personne sur l'agriculture et une personne sur le tourisme. Ok ? Moi, rien qu'en observant ce qui peut se faire ailleurs, et le manque de travail, entre guillemets, qui peut exister, on peut développer de l'emploi avec toutes ces terres. Ça, c'était le premier constat. Combien ? Et ben voilà, là on en est arrivé. Il faut vivre. Tout à fait, ouais. Mais c'est là l'enjeu, et c'est... Voilà, j'ai essayé... Ouais. On est 4, je me trompe pas, 4 agriculteurs à temps plein, Philippe 5, 6... On est à 5 équivalents temps plein là, et on vise le 6e très vite. Voilà. Plus d'autres, en fait, on fait vivre d'autres personnes. C'est-à-dire qu'on a des cuisiniers qui interviennent, on a des formateurs qui interviennent, on crée de l'emploi sur place et on crée de l'attraction sur le territoire. Ça, voilà, c'est ce que les gens de la Comcom nous ont... C'est pour ça qu'ils nous soutiennent. Enfin, voilà, on est là pour ça. Et c'est un donnant-donnant, et c'est normal. Nous, s'installer en agriculture, ça avait de la logique que si une ferme avait plusieurs activités à l'intérieur. C'était des petites fermes à l'époque. On faisait un peu de vaches, un peu de légumes, etc. Sauf qu'aujourd'hui, si on veut s'installer dans une ferme plus réactive, déjà c'est très compliqué, et puis on va passer des heures à n'en plus finir. Voilà, donc un des systèmes qui me paraissait logique, c'est de s'installer à plusieurs pour avoir plusieurs ateliers qui permettent d'avoir des interactions. L'agroécologie, c'est ça, et la permaculture, c'est encore plus ça. Voilà. Avoir des interactions positives. Et le tourisme. Tout à fait, ça rentre complètement dedans. Comment ça s'appelle, là, ceux qui font grimper aux arbres, tout ça. Vous ne pouvez pas associer des week-ends, des gens. Tout à fait. Oui, mais des idées, on en a plein. Vous en demandez déjà ? On en vend ? Vous en demandez ? Oui, tout à fait. Ouais, on en a déjà proposé. Ouais, ça existe. On fait, voilà, il y a des ateliers. Et plus on va avancer, plus on va faire partager. C'est dans la transmission. Les touristes qui viennent, est-ce que vous voulez apprendre un peu plus d'agriculture, un peu plus de loisirs dans les arbres, etc., d'éducation à l'environnement. Donc ça sera des packages qui vont venir au fil du temps même. Voilà, on met déjà en place un outil agricole qui fonctionne,
et ensuite on verra. Dans les points positifs d'un projet collectif, c'est l'échange de connaissances. Avec tout ça, on apprend des autres, c'est super sympa. Hein. Tac. J'ai mis cadre favorable à la transmission. Ben ouais, c'est ce que je vous disais, hein, les gens qui vont venir juste se détendre, ben, ils vont apprendre des petites choses. Sur manger sainement, sur comment on pousse les choses, les légumes. Il y a plein d'enfants et les parents du coup sont contents que les enfants puissent partager ça. Et nous, on a mis dès le départ presque un circuit de visite autonome. Voilà, c'est le début de l'interaction, mais les gens peuvent se promener de manière autonome sur le lieu. Et je reviens un petit peu sur ces mots que j'ai mis tout en bas, et après je m'arrêterai, je pense, hein, parce que j'arrive au toc. La permaculture humaine. Permaculture, c'est culture permanente. Okay, on a souvent tendance à voir, parce que c'est pratique, dans le jardin, on fait de la permaculture. Okay. Une culture permanente, c'est une culture qui va durer. Et culture, il y a l'agriculture, mais il y a aussi la culture qui est humaine, notre culture, d'où on vient. Nos ancêtres nous ont légué quelque chose, nos parents, etc. On va laisser quelque chose à nos enfants, puisqu'on est les parents, puisqu'on est les tontons, puisqu'on est les copains. Et c'est vraiment essentiel qu'on se focalise sur ce terme-là et sur cette notion de culture permanente au sens humain. Voilà. Donc que les enfants soient ancrés à cette terre, mais qu'ils soient ancrés aussi avec un socle social. On travaille beaucoup là-dessus. Ça n'a pas de sens pour nous de faire attention à la terre si on s'entretue dessus. Je grossis un peu les traits, mais ça va fait cœur. Vous habitez sur place ou dans quel rayon vous habitez? Est-ce qu'il y aura un projet après d'investir les lieux autrement que par le tourisme? On est 3 foyers à vivre sur place, donc ça fait 5 associés sur les 10. Et donc il y a la gérante qui vit dans la maison d'hôte, normale, elle doit être sur place. Donc c'est ma compagne, donc je vis dedans aussi. On a la famille de mon collègue maraîcher, qui sont en installation légère pour l'instant, sur la zone de loisirs qui le permet légalement, et notamment sur la commune de Saint-Julien, où c'est accepté, et c'est national aussi, quand on installe une activité économique, on a le droit d'installer un habitat léger. Et puis on a donc un deuxième associé, une troisième habitation légère qui est sur place. Dans l'idée, peut-être un jour, mais bon, les lois évoluent et puis les maires aussi changent, d'installer des habitats peut-être pour les travailleurs. Mais pas tout le monde va habiter sur place, ça c'est clair, c'est pas un projet d'habitat partagé, c'est un projet de travail, professionnel. Après, effectivement, on a des temps de vie communs, mais l'objectif, c'est pas d'habiter tous ensemble. Et la question, tu me demandais, c'était... Tu peux évoquer le bio, le positionnement par rapport à la certification bio. Ah oui. Ouais, on avait parlé un petit peu au téléphone. Ouais, pour le principe, par rapport ouais, allez. à la c'est uniquement ça. Oui, nous, notre positionnement, alors mon positionnement par rapport à l'agriculture bio, le label, eh bien, ça avance, il faut qu'il y en ait de plus en plus. Pour moi, il va pas assez loin. L'agriculture bio, tout le monde est bien au courant, ça peut venir de toute la planète, etc. Mais derrière aussi l'agriculture bio, il y a des techniques qui pour moi ne sont pas encore assez poussées dans la protection de l'environnement. Je parle de l'utilisation des produits phytosanitaires, qui certains sont tolérés, hein, voilà, et certainement en accord avec des principes de précaution et de protection de la nature. Et l'utilisation des plastiques aussi, pour couvrir, pour bâcher. Il y a beaucoup d'agriculteurs bio en maraîchage qui vont utiliser beaucoup de plastique et qui ne sont pas forcément dégradables tout de suite ou d'une dégradabilité mitigée, etc. L'utilisation du pétrole, pour moi, ça devrait faire partie intégrante de tout ça. Donc nous, on essaye, on est labellisé, hein, parce que c'est, point de vue commercial, c'était essentiel de commencer comme ça. On aurait pu aller directement sur Nature et Progrès, et aussi pour peut-être, je sais pas, imaginer un nouveau label, mais en tout cas, on défend ce
qu'on met en place. Voilà. L'utilisation du cheval, ça doit être rentable, et là effectivement ça demande beaucoup de technique, beaucoup de connaissances et de pratique, mais ça peut être rentable si c'est utilisé dans les bonnes conditions. Donc là on sort du pétrole, voilà, l'utilisation de techniques avec du bio-intensif, du sol vivant, de la plantation des arbres, tout ça pour moi ça devrait faire partie intégrante de l'agriculture biologique. Et une des missions, je m'en arrêterai juste là, une des missions des agriculteurs, mais de tout le monde en fait, c'est de prendre soin du sauvage. Un agriculteur, il doit travailler, à mon sens, en respect avec la nature, et donc s'il utilise cet outil de la nature, ben, la nature elle est sauvage par définition. Donc s'il n'installe pas un lieu sauvage sur son exploitation, il n'est pas cohérent avec sa pratique. Dans nos projections, dans notre aménagement local de la Rivoire, on a défini des zones où on ne va pas et qu'on ne cultive pas, des zones de forêt en sénescence, des zones sur notre parcelle de maraîchage où on laisse pousser ce qui vient. Et voilà. Si ça vient déborder sur nos cultures, ben, il y a un moment où on réajuste, on est bien d'accord. Mais on définit cette zone numéro 5 qui est en permaculture et la zone sauvage où on ne va pas. Ça, c'est un des principes en permaculture. On zone de 0 à 5. 0, c'est là où on habite, et 5, c'est là où on ne va pas, et on observe la nature. Et tout le monde peut le faire chez soi, c'est ok, on va dire, ah, c'est sale et tout. Non, non, c'est propre pour la nature, il faut laisser les oiseaux, les insectes, et observer ce qui vient et pourquoi. Et alors, bref. Ouais, j'essaye de faire passer ce message parce que je le trouve vraiment très très important, et surtout au niveau des agriculteurs, de faire attention à cet outil-là.